pour rebondir et faire une passe décisive à Chris, on a bien vu Karl Anthony Towns qui a demandé à ce que son meilleur pote le rejoigne à Minnesota. Ça n'a pas marché. Depuis que son meilleur pote est parti de Minnesota, ils ont pris un vrai meneur, comme tu disais en début de podcast. Ah Et bah oui. comme par hasard, ça marche. Et cette année, il carbure. Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket, NBA même, des équipes de The Free Agent. Alors, période exceptionnelle, on est entre Noël et le 1er janvier, émission exceptionnelle. Dans notre émission du vendredi matin, pardon, on accueille nos deux copains du mardi. Salut Chris, salut Cédric, bienvenue dans la vraie émission de N1. Ouais, bon alors bonjour à toi Yannick, bonjour à tous, mais va falloir te caler sur les jours de la semaine Yannick, parce que là t'es pas bon Ah non, je suis pas bon, mais c'est normal, tu vois, c'est les réveillons, les jours de l'an, je suis complètement décalé. Le présentateur du jeudi, c'est pas celui du lundi. Salut à tous et à toutes, j'espère que les fêtes ont été bonnes pour vous. Ouais, ça a été nickel. Alors, avant de commencer cette émission un petit peu particulière, on va rappeler plusieurs choses. C'est comment nous suivre d'abord sur les réseaux sociaux. C'est X, Facebook, Instagram, TikTok pour voir les vidéos du chef et également Thread, le nouveau réseau social issu d'Instagram. Ensuite, vous pouvez nous suivre également sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous donner des bonnes notes. Donc, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Je pense que même Apple Podcast, ça doit être jouable. Et il y a un autre moyen. Cédric, je te lance puisque tu le fais tellement bien. Surtout, n'oubliez pas l'appli TFA pour avoir tous les articles, tous les classements, toutes les fiches de joueurs et tous les résultats des matchs en direct, mis à jour au fil du cours du match. Tout est regroupé au même endroit, application The Free Agent. Et oui, et comme ça, vous pourrez vous mettre aux 4 sports majeurs américains, que sont la NBA, donc, puisque vous nous écoutez, la NFL, où c'est bien, la saison régulière touche à sa fin, et c'est bientôt les playoffs, la NHL, et également la Major League Baseball. Alors, messieurs, donc, comme je vous disais, émission exceptionnelle. On va parler tranquillement. C'est l'émission chill entre les fêtes. On digère la dinde et les marrons. Qu'est-ce que vous retenez de plutôt positif sur ce début de saison, Chris? On va commencer par toi. Il y a pas mal de petites choses, des choses dont on a déjà parlé, que ce soit avec Cédric ou même que vous avez pu traiter tout ça lors des différentes émissions depuis le début de la saison. Mais moi, le premier truc qui m'est venu quand on a décidé de parler de cette thématique-là, des bonnes choses et peut-être un peu plus tard des choses un peu moins bonnes, moi, c'est le petit renouveau de certaines équipes, en particulier à l'Ouest, qui me plaît bien. Je vous donne deux, trois noms comme ça et je pense que vous allez me rejoindre sur ces équipes-là. Le Thunder, alors même si l'année dernière déjà il y avait eu quelque chose, mais là vraiment cette année c'est vraiment intéressant. Minnesota, dans la même lignée avec des playoffs l'année dernière qui avaient été intéressants contre Denver, et là on a vraiment une très belle dynamique sur ce début de saison. Et une autre équipe à l'Ouest qui me plaît bien, même si là les résultats sont un petit peu moins bons, mais ça reste quand même une équipe qu'on ne voyait pas aussi haute pour l'instant, c'est Houston. Voilà, 3 équipes à l'Ouest, un petit renouveau qui me plaît bien. C'est ce qui me plaît aussi dans cette ligue-là, dans la NBA, c'est que ça tourne en permanence. Il n'y a jamais vraiment de temps mort pour les franchises, sauf quand on s'appelle les Detroit Pistons. Mais excepté cette équipe-là, pour les 29 autres franchises, il y a toujours une petite période où ça peut être un peu plus compliqué, ça remonte. Houston, honnêtement, c'est typiquement l'équipe que je voyais pas comme on a sur ce premier tiers de saison. Je vous avais dit pourtant, personne ne m'écoute jamais. Bah oui, mais bon voilà, je sais pas moi ce que vous en pensez. Il qui arrive dans une franchise, forcément, ça a un impact. Ah oui, est-ce que ça a un impact, excuse-moi Cédric, sur sportivement je parle. Ah bon d'accord, pas quand je te vois arriver avec tes gros sabots, on ne parle que du sportif sur The Free Agent. Ah oui, c'est vrai, zut. Non, mais alors je te rejoins totalement sur Houston. Moi, il y avait un petit signe quand même, c'est l'arrivée quand même de Fred VanVleet qui
qui a été signé en tant que free agent cette année. Et je trouve que ça remet en perspective quelque chose sur lequel on parle un peu moins ces dernières saisons, c'est le poste de meneur de jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment les équipes qui, tu parles d'équipes qui ont surtout Minnesota et Houston, qui ont un vrai meneur de jeu en place. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, mais ça remet je trouve que ça change beaucoup de choses. C'est pas faux. Il y a aussi à Houston Dylan Brooks, qui personnellement, c'est pas le joueur que je préfère dans la ligue, mais fort est de constater qu'il a un impact quand même, parce que depuis qu'il est plus à Memphis, malgré l'absence de Jean, c'est vrai qu'il y avait l'absence de Ja, mais malgré tout, ils ont quand même eu un début de saison difficile, alors que Houston, on voit bien l'impact qu'il a des deux côtés du terrain, et je pense que dans le vestiaire, il doit forcément apporter des choses. Donc, ça a été vraiment deux grosses signatures pour Houston, et Oui. ils ne se sont pas trompés, en fait, quoi. C'était des paris, tu vois, peut-être plus Brooks que Van Vliet, qui a quand même montré des choses avec Toronto, même si c'était un petit peu plus compliqué sur la fin. Mais Brooks, c'était un vrai pari. Pour moi, c'était typiquement le genre de joueur, tu vois, un peu... Alors, je vais aller au bout de la logique, à la Draymond Green, dans le sens où si tu l'enlèves d'une certaine organisation, est-ce que ça peut coller ailleurs? On en a parlé avec Cédric pas plus tard que la semaine dernière, autour du cas Warriors. Oui. Et moi, Brooks, je me disais vraiment, bon, il va sortir de ce cadre de Memphis qui était un peu une darling les dernières années où ça matchait bien. Est-ce qu'il va pouvoir amener la même chose dans une autre équipe où à Houston, c'était quand même, il y avait beaucoup de jeunes, il y en a toujours beaucoup évidemment, mais bien entouré, et ça semble matcher. Donc, je dois avouer aussi ma bonne et agréable surprise à ce niveau-là. Mais pour juste compléter sur Houston, vous allez me rejoindre aussi, je présume, Alperen Sengun, qui est vraiment dingo, que ce soit purement statistique ou dans l'impact, dans le jeu, dans ce qu'il propose visuellement. C'est extrêmement intéressant. C'est pour moi un peu la caricature positive de ce qu'est Houston. Je ne m'attendais pas à avoir un mec comme Sengun que personne ne connaissait il y a 3 ans, tu vois, et qui là vraiment commence à briller de plus en plus, et qui est un peu cette vitrine de ce que peut devenir Houston dans les années à venir si tout ça continue à bien fitter, évidemment, entre toute cette jeune garde, cette expérience et ce coach-là qui, oui, d'un point de vue sportif et sur le côté manager d'homme, semble avoir trouvé les bonnes clés. Oui, et puis en plus, il s'occupe d'aller chauffer les joueurs adverses en même temps, donc c'est plutôt sympa, quoi. C'est vrai. Il y avait une petite histoire avec LeBron, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand il était joueur, il s'était déjà chauffé. Oui, c'est dans son ADN, on va dire. Ouais, complètement. Après, pour revenir aux autres équipes dont tu as parlé, il y a les Oklahoma City Thunder, OKC. C'est aussi une belle histoire parce que effectivement l'an passé, c'était un petit peu la surprise. Ils sont arrivés comme un boulet de canon. Et avec l'arrivée en plus de Chet Holmgren, je trouve que c'est une équipe qui est quand même très très équilibrée et qui fait un sacré taf. Avec, pour moi, aujourd'hui, alors on enregistre une 2e place dans la conférence Ouest, qui est quand même plutôt coupe-gorge, c'est plutôt chouette. Ah, c'est une grosse surprise. C'est plus une surprise, c'est une confirmation en fait de ce qu'on attendait. On savait que l'effectif était jeune et talentueux. SGA était aux commandes de tout ça, il menait ses gars, et donc c'est une belle histoire, quoi. C'est un peu le Memphis d'il y a 2 ans, quoi. Maintenant, il faut que ça tienne, il faut que ça continue. Et c'est bien d'arriver au haut niveau, il faut s'y maintenir après, quoi. C'est plus dur. Avec 2 Français à l'intérieur, Ousmane Dieng et Olivier Sarr qui en tout est contract. Ouais. Bon, après, eux ont des impacts un petit peu plus limités, mais en tout cas, ils ont du temps de jeu, à peu près 10 minutes pour les 2 joueurs. Ouais. Moi, ce que j'ai voulu souligner aussi en parlant de ce renouveau-là, de ces équipes-là, et là sur le Thunder, vu qu'on est là-dessus, c'est alors, il n'est pas encore complètement réussi, mais le pari qui semble réussir de Sam Presti et du management général du Thunder, qui
sur lequel on s'est beaucoup posé de questions. Alors, quand je dis nous, c'est en général les médias autour du basket sur ce côté, on accumule les pics, mais pour en faire quoi? Et là, ça semble enfin montrer un vrai début de quelque chose. On s'était posé des questions, rappelez-vous, autour de Shai Gilgeous-Alexander et son côté, bah ouais, mais bon, c'est un jeune joueur. Combien de temps il va encore accepter d'être dans une équipe avec du potentiel, mais qui ne gagne pas, ou en tout cas où il n'y a pas de projet ambitieux? Et là, comme tu l'as dit, cette deuxième place à l'Ouest au moment où on tourne, est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à confirmer, évidemment. Mais même s'ils n'étaient pas deuxième, je trouve que c'est un peu le côté cerise sur le gâteau. Il pourrait être cinquième ou sixième, moi je dirais la même chose, dans le sens où il y a un vrai collectif qui se dégage. L'arrivée d'Holmgren, c'est vraiment la recrue en fait de l'intersaison du Thunder, qui n'est pas joué l'année dernière pour une blessure. Et après, le monde qui est autour, Giddey, Dort, Jalen Williams, là... sur la fin décembre, il explose les compteurs en termes de performance. Il a encore réussi des gros matchs sur les derniers jours. Ils sortent un peu de partout, tous ces joueurs-là. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Vraiment autour de Shai Gilgeous-Alexander. Mais moi, je tiens à saluer ce pari qui semble être réussi, en tout cas, où les premières cartes sont positives pour Sam Presti. Et pour cette franchise, donc on va voir la suite, mais ça s'annonce plutôt pas mal. Je ne serais pas aussi... j'attends encore pour Sam Presti parce qu'il a un noyau de 15 jeunes joueurs talentueux dans son effectif. Mais il a encore une dizaine de tours de draft dans les 2 ou 3 prochaines années, quoi. Donc, moi, c'est là où je vais le voir. J'attends de voir parce qu'il y a un moment, ton effectif, il n'est pas extensible. Tu ne pourras pas avoir 25 joueurs. Il va falloir faire un tri. Il va falloir prendre des décisions. Et qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Parce que oui, amasser des tours de draft sur 2-3 ans, c'est bien et c'est bénéfique pour quand tu veux reconstruire. Mais en amasser sur 5 ou 10 ans, ça ne sert à rien. Enfin, il y a un moment, il faut passer à autre chose. Enfin, tu vois. Et là, j'ai l'impression que Sam Presti, il s'est un peu pris les pieds dans le tour de draft à tout prix. Et il y a un moment, ils vont se retrouver coincés, quoi. Et après, deuxième point, il y a tous ces jeunes-là qui commencent à avoir 3 ans d'expérience, qui vont arriver en fin de contrat. Il va falloir les signer avec les nouveaux contrats. Ça ne sera pas du 15 ou 20 millions la saison. Ça sera plus du 30 avec le nouveau CBA. Donc, il y a un moment, il va falloir faire des choix aussi au niveau du budget, au niveau de est-ce que le propriétaire va être prêt à investir ou pas. Enfin, toutes ces questions-là. Et c'est là vraiment que j'attends Sam Presti. Parce que moi, pour l'instant, là, il a fait la partie la plus facile, en fait. Je ne sais pas s'il a fait la partie la plus facile, mais en tout cas, il a libéré du cap. Il a pris des joueurs. Il n'a pas hésité à prendre des joueurs avec des contrats expirants pour absorber de la masse. Il a accepté d'être mauvais, de faire des tentatives. Il y a des joueurs qui sont cassés les dents. Coucou Théo Malédon, qui a ruiné sa carrière NBA en allant là-bas. Moi, je trouve que oui, il y a le côté, il va falloir reconstruire, mais le fait d'avoir continuer de passer à l'étape supérieure, effectivement, c'est les joueurs que tu as pu montrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus dans le cadre où tu prends des jeunes joueurs, tu les montres, et une fois qu'ils sont à peu près, qu'ils arrivent à sortir 2 matchs, en fait, ils ont une trade value et tu le trades contre d'autres pics. Maintenant, c'est tes pics qui vont te servir à attirer un joueur complémentaire de Shai, quoi. Donc, tu vois, pour moi, ça va être ça. C'est là où en fait, Sam Presti va être jugé, c'est comment il va réussir à transformer ses tours de draft en joueur prêt à gagner les titres. Parce que pour l'instant, même si c'est une belle histoire, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à aller jouter en play-off au plus haut, parce que Shai risque d'être un peu seul au moment où ça compte, quoi. Même si il y a des très bons joueurs à côté, mais c'est des joueurs en devenir. Non, moi je suis plus de ton point de vue, Yannick, et je pense que Sam Presti a montré qu'il est malin, tu vois. Quand il a fait venir SGA, c'était contre Paul George, si je ne m'abuse. Excusez-moi, au jour d'aujourd'hui, le joueur le plus intéressant des deux.
Je laisse en blanc, vous avez compris. Ou même sur la période entre le moment du transfert et Oui, maintenant. oui. Hein, Mais oui, mais alors je suis d'accord et pas d'accord parce que Paul George, il sert quand même mais à aller à la pêche. Tu ouais, vois, quand tu rajoutes les mois, voire les années d'absence pour blessure, pendant ce temps-là, il y en a un autre qui l'a joué, quoi. Oui, non, mais on n'est pas en train de dire que Paul George est un peintre et qu'il doit prendre sa retraite. Attention. Non, il a un talent monstrueux s'il pouvait jouer. Non, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Ils sont pas au même moment de leur carrière. Non, mais c'était pour montrer le côté malin, tu vois, de Presti à l'époque, parce que, tu vois, il a été plus malin que les Clippers, parce que l'équipe qui doit se mordre les doigts aujourd'hui, c'est les Los Angeles Clippers, d'avoir lâché Shai Gilgeous-Alexander, qui à l'époque montrait déjà quelques petites choses, bon, pas à la hauteur de ce qu'il montre aujourd'hui, évidemment. Il y a eu une interview, je crois, de Doc Rivers, où il disait que, en fait, il avait mis son veto pour garder Shai, justement. Bon, en tout cas, on voit qu'il il a pas été écouté et qu'il est parti parce que en fait, si Paul George venait, Kawhi venait. Tu vois, les deux arrivées étaient liées. Donc, une exigence de Kawhi pour venir. Sinon, il ne signait pas aux Clippers. Ah non. Après, on refait l'histoire, mais oui, il sera allé ailleurs, Kawhi. Et c'est là où on en vient, tu vois, moi, là où je suis content de ce début de saison, c'est que le star system, c'est-à-dire cette faculté que certaines équipes ont à aller chercher des stars et empiler des stars, ne fonctionne toujours pas. Et c'est rassurant, ça fait plaisir. Quand je vois les classements à l'ouest, que je vois la 9e, la 10e et la 11e place qui sont prises par les Lakers, les Warriors et les Suns, ça me fait plaisir. Voilà, ça ne marche pas, ce système. 3 contrats à 40 millions la saison, c'est pas possible. Oui, mais alors j'ai un contre-exemple. Alors, excuse-nous, Chris, on va peut-être garder les Timberwolves. Allez-y. Hein. Les Timberwolves pour tout à l'heure, parce qu'il va falloir qu'on en parle. Mais on n'était pas forcément hypé, et on en avait parlé avec Axel. C'est les Clippers. Force est de constater que, regarde, aujourd'hui, maintenant, ça clique. Et pourtant, ils ont quatre grosses stars et ils ont fait des ajustements. Enfin, Tai Lue a fait des ajustements. Et là, ça marche. Ils étaient sur une grosse série. C'est plutôt. Ça marche. Tu vois, ça marche quand ils sont là. Pour l'instant, ils sont pas là. blessés, parce que le problème des Clippers, c'est que depuis le début, ça fait 4 ans où on attend de les voir au complet. Oui, mais l'arrivée en 4 ans, on les a jamais vus au complet. L'arrivée de Harden, qui a envie de jouer en plus, visiblement. Ah bah écoute, je me suis régalé le soir de Noël, ouais. Non, c'était la veille de Noël. Ouais. Boston a été joué face aux Clippers. J'ai vu James Harden, ouais, il avait vraiment envie de jouer sur le terrain. Ouais. Ça se voyait formidablement. Hein. Il manquait juste Kawhi de tout l'effectif. Hein. Donc il vous manque Kawhi et vous savez plus jouer au basket. Oui. Ils se sont pris une rouste, mais quand je dis une rouste, c'est 10 points au premier quart-temps et après c'était 15 points à chaque quart-temps. Quoi. Ils n'ont pas vu le jour. Quoi. Oui, parce que. Ils étaient sur 9 et 8, ils étaient sur un 9-1 sur leurs 10 derniers matchs. Quoi. Ouais, mais ça arrive, un match au 100, ça arrive. Mais je trouve que. Face au Celtics, t'es pas motivé. Tu sais, les petites franchises, pas forcément. Ouais, je comprends, c'est vrai. Ouais, je comprends. Mais ouais, moi je trouve que justement, sur le Star System, comme tu dis, je trouve que, à part les Clippers, oui, effectivement, ça marche moins. Après, c'est des stars vieillissantes. Mais maintenant, c'est beaucoup mettre l'accent sur des jeunes, des plus jeunes, quoi, tu vois. Parce que nous aussi, si on voit pour rebondir et faire une passe décisive à Chris, on a bien vu Karl Anthony Towns qui a demandé à ce que son meilleur pote le rejoigne à Minnesota. Ça n'a pas marché. Depuis que son meilleur pote est parti de Minnesota, ils ont pris un vrai meneur, comme tu disais en début de podcast. Comme par hasard, ça marche. Et cette année, il carbure. Vas-y, Chris. Oui, non, mais la République des joueurs, ça n'a jamais vraiment fonctionné, hein, honnêtement. Vous allez peut-être un jour me trouver un contre-exemple, un truc, mais par rapport à d'autres sports, tu vois, plus européens, où on va dire les joueurs ont un peu plus la mainmise sur ce qu'ils veulent ou surtout sur ce qu'ils ne veulent pas en NBA.
Bon, il y a encore un petit peu avec les grosses stars, mais c'est quand même les franchises qui ont encore la main là-dessus. Et oui, pour Minnesota, très bon exemple, tu l'as dit, et ça n'a pas fonctionné. Là, il y a un vrai noyau qui se forme. On a enfin compris qui était le leader, l'homme providentiel du côté des Wolves après des années à penser que c'était Karl Anthony Towns. On a bien vu que ce n'est pas le cas. Et je pense que lui, le premier, ça doit le soulager de savoir que voilà, c'est pas à lui qu'incombe la responsabilité d'être le leader Maximus de cette équipe-là. Alors c'est même pas un lieutenant à ce niveau-là, hein, c'est un A', tu vois, mais oui. Il y a une différence, je pense, vraiment dans la tête. Avec Anthony Edwards, ils ont trouvé un mec qui va régaler Minnesota pour les 10-15 prochaines années, pardon. En tout cas, si tout fonctionne bien. Ouais. Évidemment, on sait qu'en NBA, ça va très vite, mais le projet semble aller vers là. Un petit cocorico quand même pour notre Rudy Gobert. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je m'attendais après c'était avec l'équipe de France où ça avait été très compliqué dans l'ensemble avec la compétition qu'on a connue pendant l'été. Mais même avant ça, on s'était posé des questions sur Rudy Gobert, sur le côté oui, il arrive à Minnesota contre combien de tours de draft, etc., etc. Est-ce que Gobert ça veut ça ? Est-ce que ça vaut ça, pardon ? Et là, Rudy, il est parti pourquoi enchaîner un 4e Deep-Boy 4 ou 5, 4e, je crois, si je ne m'abuse. 4e. Il a remis le bleu de chauffe, il s'est entraîné tout l'été, et il est revenu motivé comme jamais. Et ça fait plaisir. Et je pense que là, Minnesota, ils se disent, quand on a pris Gobert, c'est un Gobert comme ça qu'on veut. C'est un Rudy qui va faire des stats, oui, mais qui va flex, là, qui va montrer toute sa panoplie, toutes ses capacités à faire déjouer l'adversaire, à aller faire prendre d'autres trajectoires de tir, de shoot, d'autres systèmes, des choses qu'on ne voit pas dans les stats. Mais moi, je suis extrêmement impressionné par Gobert personnellement, par cette équipe des Wolves. Je trouve que c'est du très bon travail qui est fait. C'est une équipe, on s'est moqué gentiment d'elle sur les dernières années autour des différents projets qui ne fonctionnaient pas, Wiggins, Butler, etc. Là, Butler, ça a marché puisqu'ils sont revenus en play-off après des années même si c'était qu'une saison, et c'est surtout la saison d'après où ça a bugué. Mais je pense que c'est surtout dans la définition des rôles que cette année ça clique. Et je pense, bizarrement, c'est le fait que c'est clashé en direct à la télé sur le terrain entre Gobert et Kyle Anderson. Je pense que ça a tout apaisé dans l'équipe. Et du coup, parce que Gobert avait de la frustration parce qu'il venait d'une équipe qui était victorieuse, arrivé dans une équipe qui boitait, où la hiérarchie n'était pas établie. Et je pense que travailler ensemble tout l'été là-dessus, et que Gobert, mine de rien, c'est un complément parfait de Karl Anthony Towns, parce qu'il y en a un qui est basé que sur l'attaque, l'autre quasiment que sur la défense. Et je trouve que c'est ça qui pour moi est intéressant. Attention, Rudy Gobert en play-off, va falloir faire attention parce que il risque très vite de se faire neutraliser. Comment ? En se faisant sortir de la raquette. Et une fois qu'il est vers la ligne à 3 points et que si ça attaque en fer à cheval, il ne sert plus à grand-chose. Et si Rudy n'est pas efficace en défense, en attaque, c'est toujours compliqué de punir pour lui. Donc pour moi, ça va être comment Chris Finch, le coach, va pouvoir faire en le protégeant, faire ce que Quinn Snyder n'a pas réussi à faire du côté de Utah. Pour moi, c'est ça la vraie interrogation sur les Timberwolves. C'est en playoff, comment protéger, entre guillemets, Rudy Gobert. Et pour moi, la seule protection, c'est le servir en haut, surtout s'il y a des mismatchs, et avec des alley-oops, et qui puissent punir et forcer les adversaires à jouer grand face à eux. Cédric, il est tactique, il est technique, Yannick, dis donc, dans ces podcasts.
Bah ouais, si tu l'écoutais souvent. Hein. Il y a du niveau d'analyse là. Non, mais là, il a vu qu'on était là et du coup, il s'est dit, oh là là, là, il a un peu step up, tu vois, parce que c'est pas avec Axel. On aime beaucoup, mais. Pour avoir écouté. Attendez, il n'a jamais fait une analyse aussi poussée que là. Quand même. C'est l'analyse de l'année de Noël de notre ami Yaya. On peut l'applaudir en direct live. Bravo. Et les gars, dites pas de mal d'Axel parce qu'il est très très bon en analyse aussi, Axel. Ouais. Arthur un peu moins, je l'avoue, c'est notre rookie qu'on traîne sur le dos. Mais Axel, non, c'est non, on rigole. Ouais, je sais. C'est facile de critiquer quand la personne n'est pas là, donc pour ça qu'on le fait. Oui, bah après il est fan des Wizards, le pauvre. Oui. Donc il n'avait rien à faire dans un podcast sur les choses positives de l'année. Oui, mais on va parler après des choses un peu négatives. Mais on vient de passer Noël, donc on reste sur le positif. Exactement. Toi, Cédric, il y a des choses que tu voudrais rajouter justement en positif? Ouais, on était sur l'Ouest, mais on va peut-être passer à l'Est parce qu'il y a des choses à dire pas aussi. Pas forcément Est-Ouest, c'est plus le play-in tournament. In-season tournament. In-season, oui, pardon. Ouais, voilà, il fallait que je la fasse. Donc le in-season tournament, qui pour moi, dans l'ensemble, a quand même été une réussite. Ça a bien été accepté par la ligue, par les fans, par les joueurs. Donc voilà, j'attends avec plaisir maintenant le deuxième épisode l'année prochaine. En fait. Donc pour moi, c'est positif. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'était, j'étais très très sceptique quand quand il y a eu l'annonce. Je me disais mais qu'est-ce que c'est ce tournoi? Et je trouve que ça a donné des matchs en jeu très vite, notamment l'écart de c'était plutôt intéressant en fait que très tôt dans la saison il y a des matchs où les joueurs en fait ils bâchaient pas les matchs quoi, ils se retiraient pas des matchs. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après je trouve, enfin on va renvoyer les auditeurs sur l'épisode que vous avez fait ensemble pour parler du tournoi. Mais je crois que vous l'avez plutôt bien résumé à peu près tout ce que je pensais tous les deux. Chris, toi? Oui, non, exactement ça. Le podcast, il a 2 semaines, je crois, 2-3 semaines sur le bilan qu'on a fait avec Cédric, plutôt complet, je pense. Les choses qu'on peut attendre aussi de la part de l'NBA pour changer 2-3 petites choses. C'est une année 1, donc on juge sans, tout en étant aussi, en se disant, bon, bah, voilà, il y a des choses à modifier, c'est normal, mais globalement, plutôt intéressant, positif. Ça donne un petit peu d'attrait dans cette période un peu plus creuse. On verra à la suite, ouais. Ok. Moi, il y a un truc positif dont je voulais parler également. C'est un joueur qui, pour moi, est le joueur le plus cool à suivre en ce début de saison. C'est Tyrese Haliburton. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais moi, je trouve que c'est un régal. On parlait de playmaker, de meneur de jeu. Je trouve que c'est rare quand on parle d'un trade où les deux équipes sont gagnants, mais le trade qu'il y a eu contre Sabonis a fait gagner à la fois les Kings, à la fois les Pacers. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison, Haliburton? Début en fanfare de Tyrese. Ouais. On s'en doutait un petit peu. L'année dernière, déjà, il avait confirmé. Il a vu des blessures et on a vu tout de suite l'impact que ça a eu pour Indiana de jouer sans lui. Donc c'est bien, il confirme. Maintenant, il va falloir qu'Indiana s'achète une défense. Parce que le tout pour l'attaque, c'est bien, mais ça va être bien en saison régulière. Ouais, alors ça passera plus après, quoi. Donc c'est peut-être pas leur objectif premier pour l'instant. Ils ont des joueurs à développer, ils ont beaucoup de jeunes. Il y a un noyau quand même assez prometteur. Ouais. Donc, mais c'est très très plaisant à voir, à regarder, à suivre. C'est toujours tu vois qu'il y a un match de Indiana, tu as envie de le regarder parce que tout ça va être beau, quoi. Oui, alors attention parce que quand on parle de défense, attention parce que j'ai pas la stat avancée en defensive rating, mais de mémoire, c'est surtout ils prennent beaucoup de points parce que c'est l'équipe qui joue le plus vite aussi. Oui, parce qu'ils cherchent à marquer plus de points que l'adversaire. C'est ça, donc. Et que leur possession dure moins longtemps aussi. Donc forcément, l'adversaire a plus souvent la balle et eux aussi cherchent à avoir plus souvent la balle. Ouais.
Oui, après, quand tu vois quand même des gros scoring, très régulièrement, Indiana est dans le box score, tu vois, les 140 points, 144, Ouais. 150, 137. Indiana traîne jamais très loin, tu vois. Donc après, oui, on peut trouver des circonstances atténuantes, des ceci, des cela, ils jouent vite, machin. Mais bon, quand même, quand il y a des valises de points, souvent les Pacers sont pas loin. Donc, Ouais. Bah attends. mais Vas-y. non, juste pour aller sur Liberton rapidement, je suis d'accord. Hein, sur le côté trade gagnant-gagnant avec les Kings, bon voilà, on l'a dit et redit, donc maintenant je pense que c'est acté pour tout le monde. Vraiment intéressant. Moi, j'avais quand même pu penser à un moment que le projet aurait peut-être pu se construire du côté des Pacers un peu plus peut-être autour de Bénédicte Mathurin. Ouais. Mathurin. Alors, ça reste intéressant, mais je sais que l'année dernière, quand je regardais les Pacers, il y avait vraiment un attrait quand tu voyais Mathurin arriver sur le terrain. Je crois que c'est Mathurin qu'on dit. Oui, il est québécois, donc ça. c'est Mathurin. Voilà. Donc quand il est arrivé sur le terrain, et de ce que j'ai vu, j'ai pas vu tous les matchs des Pacers, mais c'est vrai que ça tourne vraiment beaucoup autour d'Haliburton, et en même temps, vu la production qu'il propose, c'est normal. Mais voilà, j'aurais peut-être pas mis une pièce, tu vois, sur une explosion aussi énorme de ce joueur-là. Je suis ravi pour les fans des Pacers, je suis ravi pour les gens qui aiment le jeu qui va vite, la full attaque, les actions de kiff. Mais maintenant, voilà, pareil, même petit bémol, on va voir. Déjà, il faut que ça tienne sur la suite. Et on sait que la NBA s'ajuste très vite sur les joueurs qui ont un impact en début de saison. Les équipes arrivent à trouver des solutions quand on arrive dans les 2 derniers tiers de saison, donc à voir. Et surtout, si Indiana s'aventure en playoff, comment ils peuvent arriver à adapter ce genre de jeu à un schéma qui est un petit peu plus différent quand on arrive dans la post-season. Mais bon, voilà, là, on est fin décembre et oui, comme dit Cédric, quand tu as Indiana, bah, tu cliques dessus parce que tu sais que tu vas passer un bon moment. Tu vois. Ouais, complètement. Après, est-ce qu'ils vont pas faire un trade pour s'améliorer? Parce qu'on sait que c'est un petit marché, donc ils ont que 2 choix, hein. C'est ou le trade ou récupérer par la draft. Donc parce que un free agent va rarement aller dans l'immédiat. Et là, attention quand même au début de saison canon et à l'essoufflement en milieu de saison, parce qu'ils sont sur un 4 victoires, 6 défaites sur les 10 derniers matchs. Ouais. Il est grand temps, la concurrence remonte à leur niveau. Ouais. Il est temps qu'ils remettent un coup de collier. Là. Fini les fêtes, pour tourner au turbin, les gars. Juste autour de Haliburton, il a quand même été ultra clutch dans le In-Season Tournament. Oui, mais depuis, ils ont un peu de mal. Quoi, oui, ils ont du mal. Alors, tu parlais de devoir digérer la dinde pour ces podcasts-là. Les Pacers, ils ont eu du mal à digérer le in-season. Hein, parce que, comme les Lakers. Les Lakers. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est les 2 équipes qui ont du mal à digérer. Quoi. Ok. Une dernière chose, un dernier petit coup de cœur de ce début de saison. Non, moi, moi j'ai un gros coup de cœur, mais je vais encore vous saouler avec mon équipe favorite. Donc, mais vas-y, dis-nous, on en a pas fait encore. Je pensais pas que ça allait cliquer aussi bien à Boston. Je pensais pas que Porzingis aurait cet impact et qu'il serait intégré aussi facilement et qu'il apporterait autant d'opportunités offensives à Jaylen Brown, par exemple, parce qu'il y a un jeu entre les deux où Jaylen fait beaucoup de passes justement pour Kristaps. Je pensais pas que Derrick White allait jouer à ce niveau-là des 2 côtés du terrain. Il est stratosphérique. Giroud, je m'en doutais. Enfin, tu vois, je savais que que j'ai vu que Giroud arrivait en fin d'intersaison, j'étais rassuré. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment. J'avais une grosse inquiétude par rapport à Kristaps, de savoir comment ça allait se passer, et je suis rassasié à ce niveau-là depuis le début de saison. Quoi. Ok. Juste une petite chose, c'est que moi, en tant que membre de la franchise qu'il a drafté, il est très très bon en lune de miel. Après, c'est sur la durée. C'est ça, on va voir ce que ça donne. Affaire à suivre. J'ai une question là concernant Boston, et alors là, vos 2 avis comptent évidemment, mais celui de Cédric peut-être un petit peu plus. Je vois passer, là on est en période de vote All-Star, tout ça. Tu parlais de White. Je vois des votes. White All-Star. Ouais, non mais alors si oui, à la place de qui? Parce qu'il va pas y avoir 4 Objectivement, on a regardé justement, on s'est fait la liste des guards
Et à l'Est, il y a trop de monde, en fait. Enfin, c'est pas... Ouais. C'est un fantasme de joueur. C'est parce qu'il a le niveau. Enfin, pour nous, voilà, on ne l'attendait pas à un tel niveau depuis. Et on est content pour lui. Et que du coup, c'est un peu comme, tu sais, un gars qui fait un bon match et le public s'en MVP, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il aura le titre, mais c'est juste que dans le cœur des fans, voilà, tu es notre All-Star, tu es notre MVP. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Pas de mon point de vue. Après, c'est un très bon joueur, mais qui est pas, c'est pas la star de son équipe non plus. Hein. C'est la 5e option, hein, donc voilà. Moi, je préfère. Ok. Non, mais je me suis dit, tiens, je vais vous poser la question parce que c'est vrai que je vois ça passer. Donc, en gros, c'est la fanbase de Boston qui inonde les réseaux d'Eric White All-Star. Après, c'est une grosse communauté. Après, c'est pas une critique, mais on sait que c'est une grosse communauté de par l'histoire de la franchise. Et donc, c'est vrai que ça a du coup plus d'impact et plus de visibilité aussi, tu vois. Ah oui. Bah, déjà, tu as tous les Irlandais qui sont fans des Celtics, donc forcément, déjà, ça fait du monde. Mais si tu es objectif, il y a de la concurrence quand même. Enfin, tu vois. Oui, voilà, après, c'est toujours pareil, il faut être un peu. Lever un peu le nez de son équipe et regarder ce qu'il y a autour. Tu vois. On parlait d'Haliburton, qui est un vrai postulant pour le All-Star. Il sera au moins sur le banc. T'as Jalen Brunson, parce qu'on peut pas le. On parlait de New York, il faut quand même parler de Brunson. Qui fait un début de saison extraordinaire aussi, quand même. Et en fait, qui est en train de prendre les rênes de l'équipe. Alors après, il y a eu la polémique faite par Becky Hammond, lancée par Becky Hammond. Je suis plutôt d'accord avec elle. Elle disait que si c'est ta première option, c'est un peu léger pour aller chercher un titre. Je pense que New York n'est pas dans la position d'aller gagner un titre encore cette année. Mais voilà, oui, Jalen Brunson, c'est un excellent joueur, ça va être un All-Star, et je pense que si on lui met une vraie première option, et en gardant Julius Randle, les Knicks pourront se mettre à la table justement de Boston, Milwaukee, et dans une moindre mesure Philadelphie. Je pense qu'ils sont à un joueur dans l'effectif pour pouvoir... Mais le joueur, on en parlait en off tout à l'heure, il n'y a pas de joueur disponible à l'heure actuelle, vraiment de très grandes stars disponibles qui te fait passer un palier entre bonne équipe et équipe qui va jouer le titre. Il n'y en a pas de disponible. Ils sont tous dans leurs équipes et les équipes ne les bougeront pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Il y avait eu toute la période Toronto avec les histoires autour de Siakam, autour de moins Barnes, mais autour de Siakam en particulier, ce qu'il fallait pas le faire. OG Anunoby aussi. Ouais, voilà, moi c'est les noms qui me reviennent. Alors après, est-ce que faudrait faire lancer la machine à trade, etc., c'est pas le but là maintenant. Mais non, à part ces noms-là, comme ça, il n'y a rien qui me vienne automatiquement. Et puis, je suis pas sûr que ce soit des joueurs qui te fassent passer d'un statut de très bonne équipe à jouer le titre, quoi. Tu vois, c'est pas 2004 Rashid Wallace qui va de Portland à Atlanta. Tu mets un Siakam à New York dans je sais pas quel trade, je sais pas comment, qui tu bouges, peu importe. T'es content quand même, hein, le mec. Tu penses que Siakam c'est mieux que Randle, par exemple? Moi je préfère garder Randle. Pour moi, c'est kiff-kiff, quoi, en fait, tu vois. Ouais, moi, je suis peut-être un peu plus Siakam, tu vois. Peu plus, j'irai pas mettre ma maison dessus, mais si tu me dis aujourd'hui, tu as les deux joueurs, tu prends lequel? Je prends Pascal. Alors, je suis d'accord, mais en fait, tu vas te désosser beaucoup plus en prenant Siakam et en perdant Randle. Ouais, mais il y a 2 ans, Randle, Yannick, quand le Garden le bouait, quand il faisait des signes avec le pouce vers le bas, je pense que si on t'avait proposé de le changer, tu l'aurais fait partir, non? Non, honnêtement, non. Pour la simple et bonne raison, c'est que, en fait, si tu le fais partir, c'est pour avoir beaucoup mieux. Si c'est pour avoir un tout petit peu mieux, ça sert à rien parce que tu vas lâcher des assets autour qui vont te bloquer par la suite. Tout de suite, Yaya, il veut Anthony Davis, quoi.
C'est ça. Tout de suite. Mais, Ou Giannis. Alors, Giannis. Ah bah non, toi, c'est KD, de toute façon. Vous, la maraude, là, c'est Kevin Durant, tu vois. Le retour de Kevin Durant à New York. Oh là là, ça serait beau. Oh, la story. Oh là là là. Les réseaux vont s'enflammer. De toute façon, KD commence à être frustré à Phoenix, donc il va bien falloir que... Oui, mais non, il a dit que non, finalement. Oui. Alors, KD à Gotham. Là, honnêtement, ça aurait... On voit dans ses yeux. Alors, vous ne voyez pas, vous, parce que vous êtes qu'en audio, mais on voit dans les yeux de Yannick, là, ça pétille, tu vois. Il y a les petites étoiles. Ouais, mais c'est pour... Je pense que en fait, tu hypothèques ton avenir pour essayer d'aller chercher un titre cette année où l'effectif n'est pas autour, en fait. Parce que faut que tu perdes quoi? Tu perds alors tu perds Evan Fournier, ce qui est bon, c'est pas grave, il joue pas. Tu perds RJ Barrett et après tu es obligé de perdre des tours de draft quoi pour Kevin Durant que tu vas voir allez 1 an, enfin 6 mois, voire 1 an et demi max. C'est ça. C'est à chaque fois la grande question. On a un peu digressé là sur le truc, mais ça partait de White All-Star quand même au départ. Mais... Ouais, voilà. Bah oui, c'est ça. Les discussions, tu vois. Par contre, et le meilleur move de l'intersaison de Derek White, c'est la coupe de cheveux quand même. Ah ouais, quand même. Bah, c'est aérodynamique, t'as vu depuis ça a transformé un homme. Devenez chauve, les amis, si vous n'arrivez pas dans la vie. C'est la solution. C'est parti pour moi. Bon, on a parlé des sujets plutôt consensuels. Qu'est-ce qui, depuis le début de saison, vous a un petit peu frustré, voire vous a un peu agacé, messieurs? Je me permets tout de suite de rebondir, vu qu'on en parlait autour des Knicks. Moi, c'est le statu quo autour d'Evan Fournier. On va pas faire 20 minutes là-dessus, hein, évidemment. On connaît la situation. Elle n'a pas nécessairement beaucoup bougé depuis les derniers mois. Mais je vais me permettre un mot un peu vulgaire. Mais merde, en fait, ce mec-là, il a le niveau, il a encore tout ce qu'il faut pour aller jouer dans beaucoup d'autres franchises NBA. C'est pas parce qu'il est français, hein, on le connaît pas personnellement, mais c'est un joueur qui a montré à New York de belles choses, qui à l'époque à Orlando montrait aussi de belles choses. Il peut avoir sa place sur un terrain et pas pour une équipe qui vise le play-in, hein, pour une équipe qui a de vraies ambitions. Il peut être option numéro 3 ou une première option de sortie de banc pour une équipe qui peut vraiment viser des choses intéressantes. Role player en sortie shooter, ouais. Ouais, mais voilà, moi ça m'ennuie vraiment pour lui, tu vois, même si le mec il est pro et tout ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai envie de te dire, vu combien t'es payé, heureusement que tu restes pro, mais ça doit être compliqué dans la tête de garder le mental et de continuer à travailler. Mais au-delà de tout ça, moi ça m'ennuie pour lui parce que c'est un vrai mec. Il gâche du temps, il gâche des années et il arrive à la fin il arrive au crépuscule gentiment de sa carrière, en tout cas en NBA. Donc c'est dommage. Et après, pour notre côté français, tu te dis, on a des JO dans quelques mois. Et c'est vrai que si Evan Fournier, qui est quand même un des joueurs majeurs de notre effectif, il a quasiment pas joué de la saison, qu'est-ce que t'en fais, tu vois? Je suis assez d'accord avec toi. Alors, bon, tout le monde le sait, c'est ma franchise de cœur. J'étais très content, moi, de la saison qu'il avait fait, où il a le record de panier à 3 points sur une saison pour les Knicks. Malgré tout, il ne fit pas dans le système Thibodeau. Mais j'ai l'impression que personne se rue pour pouvoir aller le chercher. Alors, ok, il y a le salaire qui est de 18 millions la saison. Je pense qu'il doit y avoir autre chose, c'est-à-dire que ils ont essayé les Knicks depuis l'an passé de le trader, de le mettre dans les trades. C'est un contrat expirant et je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à le laisser sur le banc pour rien. Je pense qu'étant donné que c'est un contrat expirant, je pense que cette année, sa valeur fait qu'il est possible d'être tradé. Si ce n'est pas le cas, il y aura un buyout et il fera l'objet de demandes. Ouais, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que alors c'est un contrat expirant. L'année dernière, il avait que 1 an et demi de contrat. C'est un joueur que New York a signé. C'est un choix du coach en place, du président en place, du général manager en place. Donc il y a un moment, il faut assumer ses choix. Ouais. Tu t'investis pas autant de millions sur un joueur pour le laisser au placard. Là, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que Evan, il est puni.
C'est le vilain petit canard qui a fait une bêtise et qu'on a mis au coin. Et Alors, qu'on a aucun sortir. Tu dis, il ne trouve pas de trade. Il y a plein de joueurs, même un Chris Paul à 35 ans, il arrive à changer 3 fois de franchise. La NBA arrive toujours à te trouver un trade, une solution, à transférer un joueur. Donc, pour moi, c'est vraiment de la mauvaise volonté du staff et des encadrants de New York par rapport à Evan. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais il y a quelque chose là-dessous. C'est pas possible. Alors après, il y a juste une chose, c'est que l'année dernière, ils ont fait la même chose avec Derrick Rose. Et Derrick Rose, c'est quand même quelque chose en NBA. Derrick Rose, le chouchou du coach. Et l'année dernière, ils n'ont pas prolongé Taj Gibson. Et là, ils le re-signent. Enfin, Oui, il y a un moment où, mais à un moment, enfin, c'est eux qui font les choix, c'est pas nous, et c'est pas les joueurs, quoi, tu vois. Mais complètement. Mais après, pour moi, je pense que la direction a été prise de mettre Quentin Grimes sur le poste, qui est plus défenseur que Evan Fournier. Evan qui était la 5e option quand il a signé. Tout le monde me rigolait, mais elle est 4e option, parce qu'il y avait Kemba Walker à l'époque sur le poste de meneur. Il a changé complètement, il a accepté de changer complètement de style de jeu, sauf que pour être en 4e option, il faut être un peu plus défenseur, et ce qui n'est pas. Et même si c'est un très bon défenseur au niveau FIBA, en NBA, les chiffres sont là. On parlait de. Oui, mais Evan, il va pas se réinventer. Il était comme ça avant que Tom Thibodeau le signe. Ah, mais complètement. Il n'a pas changé depuis et il ne changera pas. Donc, si tu es un coach défensif, dans ces cas-là, tu ne le signes pas. Tu vois, c'est là où, pour moi, Evan est une victime des incompétences des dirigeants de New York, en fait. Ah, mais je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Et incompétence, oui et non, parce que la première saison qu'il fait, elle est pas dégueulasse. Il tourne à chaque fois qu'il joue, il n'est pas dégueulasse. C'est ça qui est terrible, quoi. Donnez-lui du temps de jeu, il va retrouver son jeu, il n'y a pas de souci. C'est Evan Fournier, quand même. Ouais, mais sauf que à partir du moment où il est sorti de la rotation, c'est-à-dire que même sorti du banc, l'équipe, elle gagne. C'est ça, en fait, le truc. C'est que l'année dernière, ils vont faire un tour de playoff, et j'ai été le premier à militer contre Miami de tenter le coup de le mettre, parce que ça manquait de shoot, parce que Randle était sur une cheville, parce que ça défendait bien, et que tu aurais pu le tenter le coup. Il n'a pas fait, parce que le coach est entêté, que... Mais dans ces cas-là, transfère-le, libère-le. Là, à l'heure actuelle, tu peux le couper. De toute façon, que tu payes 18 millions à le laisser en costard-cravate sur le banc, ou que tu le coupes et que tu payes de toute façon les 18 millions, ça reviendra au même, parce qu'à la fin de la saison, c'est fini, quoi. Ah, mais pourquoi tu le gardes en otage, là? Parce qu'en fait, c'est ta monnaie de trade et que tu veux l'inclure dans un trade pour récupérer un joueur. Mais le problème, c'est que, encore une fois, à mon avis, je pense qu'il passe des coups de fil partout, et que un shooter comme lui, effectivement, ça apporte, mais c'est pas suffisamment élite pour pouvoir récupérer ce qu'ils veulent. Et que je pense que Leon Rose, en fait, le président, il l'attend pour appuyer sur le bouton. Et il a peur Il devrait démissionner de son poste, c'est un scandale, cet homme. Moi, je suis pas d'accord, parce que, en fait, tu sais quoi, pendant des décennies, le problème des Knicks, c'est qu'ils prenaient des décisions, ils faisaient des trades n'importe comment. On regarde le trade de Carmelo Anthony, qui nous a coûté pendant 10 ans. Des signatures de joueurs super chers. Non, on est d'accord, c'était encore pire que maintenant, mais c'est toujours pas ça, quoi, en fait. C'est ça que je veux dire, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est qu'aujourd'hui, tu vois, il a peur de... je pense Elles sont loin, les années 90, tu vois, pour New York, quoi. Ça commence à être... Ah, mais complètement. Et moi, j'attends que ça, de voir New York en haut de l'affiche, parce que c'est une ville mythique, c'est une franchise mythique, c'est une salle mythique. Ils devraient être dans le haut de la conférence Est, quoi. Et ils le sont jamais, quoi. Il y a un moment, on disait Minnesota pendant 20 ans, c'était la on l'a été au début. On l'a été au début. Là, New York, attends, enfin, ça suffit, quoi. On l'a été au début des années 2010.
notamment avec le run quand Jason Kidd, la dernière saison de Jason Kidd, qui avec Tyson Chandler, Eamon Shumpert, Prigioni, enfin, tu vois, Melo, Stoudemire. Mais derrière, il y a eu des mauvaises décisions. Je pense que, tu vois, en fait, ils sont en train de monter quelque chose et que je suis sûr qu'ils veulent se servir de ce contrat. Ils attendent de voir si cet hiver, ils peuvent se servir de ce contrat. S'ils peuvent pas, ils lui feront un buy-out. Je pense que cet été, il y a eu des touches, mais qui ne s'est pas fait. Donc, libéré Evan, libéré. Ouais, c'est ça, Free Fournier. Ah, mais moi, je demande que ça, parce que en tant que fan, moi, ça m'horripile. Après, je pense que du côté de New York, il y a quelque chose qui se prépare. Quoi, je sais pas, mais j'espère qu'il y a quelque chose qui se prépare. Autre chose du côté des points négatifs, parce que bon. Du négatif, Détroit, WhatsApp. Ah, bah oui. Pistons. Qu'est-ce qui se passe, quoi? T'es obligé d'en parler. Hein, t'as recruté un coach cet été qui t'a coûté 2 bras, 2 jambes et une tête, un des plus gros salaires de toute la NBA. Et quoi, Monty Williams, qu'est-ce qui se passe? Où est la patte Monty Williams dans cet effectif? On parlait tout à l'heure de Houston et de Ime Udoka, on a vu tout de suite les résultats. La Monty Williams, il lui faut quoi? Il faut qu'il attende. Parce qu'il n'y a même pas de jeu. On ne peut pas dire. Tu peux perdre des matchs, tu vois, ça arrive parce que tu n'as pas le talent ou parce que tu n'as pas le niveau ou parce que ça ne rentre pas, quoi. Mais là, comme toi, Indiana, on a du plaisir à aller voir. Là, Détroit, moi ce soir, j'affronte Détroit avec Boston. Au secours, quoi, tu vois. Ça va être en face, c'est pas une équipe plaisante à regarder jouer, quoi. Ah, mais complètement. T'as même pas de sentiment de révolte. Je sais pas si vous avez vu les conférences de presse après le record qu'ils ont battu de défaites consécutives. Là, c'était l'enchaînement des deux Brooklyn là. Et le coach a discuté, alors il a pris sa part de responsabilité de ceci, de cela, très bien, mais moi j'ai pas senti la révolte. Kate Cunningham, alors il a appuyé sur il faut qu'on reste soudés tous ensemble. La tentation facile serait de partir un peu chacun dans son coin, tu vois, de vouloir être celui qui va. Oui, d'accord, bon, c'est des jolis discours, mais des jolis discours, oui, mais j'ai surtout pas senti ce sentiment de révolte, on renverse la table et on est. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte, alors peut-être parce qu'ils sont jeunes, j'en sais rien, mais ils sont dans les livres d'histoire de cette ligue-là, mais comme j'ai pu voir dans beaucoup d'endroits, du mauvais côté, tu vois, de l'histoire. Et cette franchise-là, on va s'en souvenir, c'est inscrit dans les livres, tu vois, et ça va être à une page majeure. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient. Alors oui, ils ont fait un match correct contre Brooklyn, à celui qui perd il y a pas longtemps, mais je sais pas. Moi, la culture de la lose, elle existe, tu vois. Et c'est vrai que quand tu regardes le calendrier de Détroit, ça paraît compliqué. Alors après, tu sais très bien que tout est compliqué pour eux. Oui, sur un soir, tu vois, moi ça me ferait doucement rigoler que ce soit contre Boston qu'ils arrivent à l'emporter ce soir parce que je sais pas, Boston il vient. Mais tu sais que les fans des Celtics sont en transe depuis 2-3 jours. C'est notre pire hantise en fait parce qu'on a les fantômes du passé qui reviennent. On est capable du meilleur comme du pire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on est invaincu au TD Garden et Détroit est sur un record historique. Enfin, c'est très NBA. C'est très NBA aussi. Donc, non. On n'est pas serein avant ce match. C'est ça. Mais ouais, en tout cas, je sais pas. Même si la streak doit s'arrêter contre Boston ou l'équipe que vous voulez, ok, ils vont arrêter la streak. À un moment, c'est plus tu avances, plus tu vas l'arrêter. Hein, c'est statistique, mais pourquoi après, tu vois parce que si c'est pour faire arrêter la streak et aller gagner un match, et après on repère 3-4 consécutifs avant d'en gagner un, on repère 7-8, en fait, tu ne vas pas avancer. Et moi, je suis assez inquiet, non, parce que j'ai pas d'affinité particulière avec cette franchise-là, mais je me dis, t'es fan des Pistons, ouais, je pense que t'es vraiment déçu, et je vois pas comment ils peuvent arriver à trouver des raisons d'espérer mais vraiment là pour court terme, enchaîner 3-4 victoires consécutives, ne serait-ce que ça déjà. Non mais les gars, c'est. Vous avez vu la qualité du roster?
Ouais, mais t'es en NBA, Yannick, au bout d'un moment, quand même, c'est ça fini. reste un roster jeune, prometteur. Mais non, mais alors, prometteur. À l'intersaison, t'as l'arrivée de Monty Williams. T'as le retour de Cade Cunningham qui n'a pas joué la saison dernière. Ok. T'as quand même matos, quoi. Je veux dire, t'as pas des peintres, quoi. C'est ça. Faut arrêter, quoi. Ouais, mais regarde, même Washington arrive à faire du jeu plus beau que Détroit, quoi. Et ils ont Jordan Poole, hein, qui est vraiment une plaie. Donc il y a un ouais, moment, mais ils ont, tu vois, ils ont Poole Kuzma et ils ont Poole Kuzma et Bilal Koulibaly. Coucou les Français. Mais regarde du côté de Détroit. Ok, t'as Cade Cunningham, mais derrière t'as quoi? T'as Bogdanovic. T'as Jordan Ivey, quel choix 2 ou 3 de la draft l'année dernière. Ouais, mais sauf que c'est un jeu. Jalen Duren. Ouais. Qui est là actuellement blessé, mais qui est quand même un pivot prometteur. Oui, prometteur, mais surtout pivot. Les pivots, c'est long. Mais t'as pas plus de joueurs prometteurs à Détroit que. Ouais, voilà. que à OKC il y a quelques années, enfin, tu vois. Oui, mais pareil, OKC, ils enchaînaient les défaites, mais sauf pas autant. Là, pas autant. Là, c'est record historique, Yaya. Non, mais record historique, c'est du jamais vu depuis la création de la ligue. Ouais, c'est ça qui est grave, en fait. Ouais, mais regarde les vétérans pour encadrer. Alors, ok, t'as Bogdanovic, mais derrière, t'as comment il s'appelle, Joe Harris. Il est rincé, le gars. Le gars, son fait d'armes, c'est d'avoir gagné un concours à 3 points. Le reste du temps, il a jamais rien fait. Depuis, ouais, c'est vrai que. Marvin, après, tu peux, parce que il a un peu crapahuté. C'est Marvin Bagley, mais on savait qu'il y avait des red flags au moment où il a été drafté par Sacramento. Et après, t'as rien, t'as aucun talent. Aucun. Non, t'as pas aucun talent. T'as des joueurs qui sont certes peut-être pas bien accompagnés avec, comme tu dis, des vétérans, des machins, mais il y a quand même des joueurs avec du talent, avec du potentiel. Mais ils sont dans une dynamique mais abominable, abyssale. Vous mettez l'adjectif que vous voulez, et tu sais pas comment ça va remonter. Mais non, moi je suis désolé, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de talent qui a été drafté cette année. Il y a un minimum de. Il joue bien, il est des deux côtés du terrain. Oui, mais c'est pas suffisant. Tu vois, en fait, le problème, c'est que c'est un joueur par-ci, par-là, tu vois, qui vont. Mais ça va jamais être tout en collectif. Il va pas y avoir 5 joueurs ultra talentueux en même temps. C'est le boulot du staff, ça. De générer un encadrement et de générer une dynamique positive. Mais en plus, tu vois, quel joueur. La bonne formule du 5, de trouver quel joueur sortir du bon moment. Oui, mais et même, tu vas améliorer l'effectif. Qui c'est que tu vas trader là qui a une valeur de trade? Personne. Personne, là. Joe Harris, il est rincé. J'ai rien contre lui, hein, mais je m'acharne peut-être. Mais même Alex Burks, tu peux même pas dire que voilà, si tu vas le mettre sur un banc et tu vas récupérer des tours de draft et tu vas récupérer des deuxièmes tours de draft au mieux. Donc tu vois, t'as rien à accumuler, quoi. Bon, l'avenir est pas positif pour Détroit, mais surtout que c'est une franchise historique, quoi. Oui, bon après oui, historique, oui, mais toutes les franchises sont historiques dans ces cas-là et. Tu vois, pour ma génération, les Bad Boys, c'est quelque chose, tu vois. Oui, mais c'était il y a 30 ans, tu vois, au bout d'un moment. Oui, et puis, alors même il y a un peu moins, tu vois. Oui, bien sûr. Mais... En 2004, tu vois, il y avait une âme, il y avait quelque chose. Ils ont pas gagné de match de play-off depuis 2008. Ils sont allés en play-off, mais ils se sont fait sweeper. Depuis 2008, c'est la seule équipe qui n'a pas gagné dans toute. Depuis cette époque.
Non, mais parce que Détroit, non, mais t'as raison, Détroit, là, on critique parce qu'il y a le bilan historique, on l'a dit et redit. Mais ça fait des années que Détroit, c'est vraiment pas bon. On s'est moqué des Kings, on s'est moqué d'Orlando, on s'est moqué de Houston. Là, on en a parlé en début d'émission de pod. Mais Détroit, oui, je pense que c'est peut-être la pire franchise NBA depuis 7-8 ans, tu vois. Après, mais depuis 15 ans. Ouais, depuis 15 ans, tu vois, mais après, il y en a toujours qui vont te dire oui, mais là, c'était mieux, là, c'était ok, très bien. Mais si tu prends la globalité des choses, le projet, rien ne va à Détroit depuis un moment. Et là, c'est la cerise. C'est même plus une cerise, c'est le gâteau par-dessus le gâteau. Ouais. Ah ouais. Et puis même les choix de draft, quoi. Ils sont, enfin, ils ont drafté 2 Français. On peut pas dire que ce soit des grandes réussites, hein. Bah, ils ont pris 3 meneurs, 3 joueurs qui peuvent jouer sur le même poste déjà. Ouais. Donc tu vois, après 3 années de suite, je vois pas où est la cohérence, quoi. Je trouve que Killian Hayes, il y a quelque chose à faire, mais voilà, c'est dur pour d'arriver dans cette équipe parce que je pense que tu vois, bien entouré, ça peut être un bon petit joueur. Mais avant, il y avait eu Sekou Doumbouya. Ça a été un flop retentissant. Il fait un match à 40 points et derrière, il se fait fracasser par son coach en conférence de presse, quoi, tu vois, à l'époque où c'était Dwayne Casey. Mais bon, mais à l'époque, on disait ça vient du coach. Mais maintenant, on peut pas dire ça vient du coach. Putain, c'est Monty Williams quand même. C'est pas un peintre non plus, quoi. Ouais, mais ça, c'est inquiétant par contre pour l'avenir à court terme de la franchise parce que comme tu l'as dit, ils l'ont signé, ils ont mis tout l'argent du monde sur lui. Et le mec, c'est quoi son premier fait d'armes? C'est d'être dans le record d'être le coach de l'équipe qui a perdu le plus de matchs consécutifs dans l'histoire de la NBA, tu vois. Alors, c'est normal le projet, tu vois. Juste un truc, je vais faire une petite dédicace à mon collègue de podcast Seb. Le saviez-tu? Dans le staff, il y a quand même un joueur qui est impliqué dans 3 des plus grandes streaks de lose. C'est Stephen Silas. Ah bah voilà, on a trouvé le chat noir. Le fils de Paul Silas qui détient jusqu'à présent les 2 plus grandes séries de défaites. Donc ça se transmet de père en fils, hein. C'est génétique. Oh putain, mais c'est quand même. Alors je fais une digression. Paul Silas, c'est le mec qui a dit à Boris Dio qui a arrêté sa série de matchs d'affilée et qui avait dit mais toi faut que tu sois All-Star, faut que tu marques des points. Il dit non, moi ce qui m'intéresse c'est gagner. Non, toi tu dois marquer des points au lieu de gagner, tu vois. Donc voilà, c'est mis en place par Michael Jordan au Bobcats à l'époque. Mais voilà, pour moi, pour revenir à Détroit, ouais, j'arrive pas. En plus, tu vois, je comprends pas. Je comprends pas. Détroit risque d'être très rapidement notre futur mauvais élève de janvier. Ah bah non, mais eux, ils sont habitués au bonnet d'âne. Tu sais, je pense que... C'est boulard, tu vois. Ouais, c'est ça. Et faudrait limite leur mettre 3 jours d'exclusion. Ah non, mais faut les exclure de la ligue, là. Tu sais, tu leur mets... tu restes à la maison. Bon, ils vont être exclus dès le mois d'avril, hein, je pense. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est vrai que la chance qu'ils ont, en tout cas, ou de toutes ces franchises-là, c'est que tu es dans une ligue fermée et tu n'as pas ce spectre, tu vois, comme dans d'autres ligues, dans d'autres sports de la descente et après de tout ce qui va avec d'un point de vue économique, etc. Donc, ça, c'est un vrai atout quand tu es dans une franchise, dans une ligue américaine. Tu sais que tu peux avoir des années de loose, bah, tu vas quand même rester dans le Gotha parce que c'est une ligue fermée, tu as 30 équipes. Pour l'instant, tu en as 30, mais ça va pas, t'as pas une deuxième division, toi. Oui, mais après, justement, ça peut te permettre justement d'essayer des choses, de lancer des joueurs. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où tu as un contrat NBA, c'est que tu es fort. Mais au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose, quoi. Et c'est là où je reviens, où vous avez raison sur Monty Williams, mais je ne sais pas s'il peut faire quelque chose avec l'effectif qu'il a, quoi. Il va falloir déjà arriver à remotiver un peu les troupes. Mais bon, ouais, c'est clair, c'est pas. Ils vont mettre 40 points à Boston ce soir, tu vas voir, c'est le déclic de la saison et ils vont fermer nos bouches comme ça. C'est très NBA aussi. Ah bah, ça c'est sûr, c'est très NBA. Ouais. Mais bon, après, ils vont en gagner un soir, c'est sûr, mais après, qu'est-ce que tu fais de ça après, tu vois? C'est ça.
Ouais, complètement. Bon, messieurs, je crois qu'il va être temps de conclure. Ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on discute sur ce début de saison. Ce fut un plaisir de vous avoir avec moi. Cédric. Merci, écoute, au plaisir. Bah oui, à très bientôt. De toute façon, on a l'habitude de se faire des clins d'œil en début de podcast. Ouais, j'essaierai de te suspendre encore pour une ou 2 émissions d'ici la fin de la saison, t'inquiète. Ouais, pas de souci. De toute façon, voilà. Chris, merci d'être passé. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque là. On vous rappelle donc d'aller télécharger, Cédric, l'application The Free Agent. Exactement. Forcément. De nous suivre sur vos applis de podcast pour le N1 et également de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et ben, on vous souhaite à tous de passer des très bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao les gars. À l'année prochaine. Ciao. Ciao.